Whilst there is no graphic imagery in this video, sensitive subject matter will be described, and viewer discretion is advised. If you are considering suicide, please phone a suicide hotline. Visit suicidestop.com to find your country's hotline. On the 13th of October 2011, in Béziers, France, a maths teacher named Lise Bonafou ended her life publicly and dramatically. The Jean Moulin High School, where she taught, comprising over 3,000 students, was one of the biggest high school campuses in France at the time. Lise taught her 8 a.m. class, during which she handed out papers that she had graded and allegedly said, "Don't worry, everything is going to go well." She then had herself marked absent from 9 a.m. until 10 a.m., at which time all classes ended for the morning break. After making her way into the school courtyard, now full of students due to break time, she began to pour petrol all over her head and body, and it was widely reported that she said the following words to the crowd around her: "C'est pour vous," which means, "This is for you." Lise Bonafou proceeded to set herself alight. According to one of the students at the scene, the flames reached over 2 meters in height. Now a human torch, walking slowly forward in her melting clothes, one account states that she was blowing kisses to those around her. A couple of students attempted to help put her out by throwing a jacket on her and getting her to lie down. A member of staff described the screams of the female students as resembling the screams women make on TV when they see a celebrity. Eventually, a fire extinguisher was used to put her out. Severely burnt, she was still conscious enough to refuse first aid, but was transported to the school nurse's office. According to reports, the smell of petrol and burnt flesh was unbearable and could be detected even from within the school corridors. Emergency services responded and took Lise away. She ended up dying in the afternoon of the following day at a specialized hospital care unit in Montpellier, the closest major city. In the wake of Lise Bonafou's tragic suicide, classes were suspended for a week at the Jean Moulin High School, and a team of clinical psychologists was very quickly scrambled to speak with over 100 students. Les moyens déployés démontrent la gravité de la situation. Véhicules de pompiers et ambulances ont investi la cour. Les élèves, eux, quittent l'établissement, la plupart sous le choc. Le drame s'est déroulé en pleine récréation. Une professeure de mathématiques a tenté de s'immoler par le feu. Je vois la prof, arriver à le corps en feu, comme ça, avec ses mains sur sa tête, en avançant. Puis on arrivait à plusieurs pour l'éteindre, et puis elle disait non, laissez-moi, j'ai pas besoin d'aide. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé grâce à l'intervention rapide de certains lycéens et des secours. Elle était quand même consciente lorsque nous sommes arrivés. Donc elle a été endormie après pour éviter qu'elle ne souffre trop. Elle a été prise en charge donc par les sapeurs-pompiers de Béziers, puis une équipe médicale donc du SAMU, et elle est portée par l'hélicoptère de la sécurité civile sur le centre hospitalier de Montpellier au service des Grands Brûlés. La professeure était connue pour sa fragilité, en dépression et en conflit avec ses élèves qui la trouvaient trop sévère et contestaient ses méthodes. Une cellule de crise a été mise en place dans ce lycée qui compte plus de 3000 élèves. Il s'était immolé par le feu. Donc bien sûr on a fait intervenir les moyens secours à personne nécessaires, et compte tenu de la situation géographique dans un lycée et des circonstances, bien sûr on a fait une montée en puissance parce qu'on a bien tout de suite imaginé les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir pour les élèves, les personnes
brûlées, c'est une personne brûlée. Bon, c'est sûr que pour les personnes qui ont pu voir, c'est assez difficile à supporter. Le lycée Jean Moulin de Béziers est sous le choc ce matin après le geste désespéré d'une professeure. Elle a tenté de s'immoler par le feu hier en plein milieu de la cour. On en parle avec l'envoyé spécial de BFM TV, Philippe Salvador. Bonjour Philippe. Alors, la cellule psychologique a déjà accueilli plus d'une centaine d'élèves et d'enseignants et il n'y a pas de cours ce matin. Voilà, apparemment les professeurs sont tout aussi désemparés que les élèves. Un corps enseignant qui a suivi pendant 1 heure une formation de soutien psychologique. Et puis après, les professeurs sont donc sortis, ont décidé de ne pas assurer les cours aujourd'hui. Seule une cellule psychologique est assurée jusqu'à 17h pour venir en aide à des élèves forcément traumatisés. Ce qui était frappant ce matin, c'était d'entendre à quel point ils ont besoin de parler aujourd'hui après ce qu'ils ont vécu hier. Écoutez. On a juste entendu des cris et vu de la fumée de notre classe et donc on est venu là aujourd'hui en soutien par rapport aux autres élèves. On est parti normalement pour réserver à la cafétéria et là on voit une femme en feu et on est pris par le choc. Encore sous le choc, hier on n'a pas pu dormir parce qu'on a encore eu les images de la femme. En France, l'enseignante qui s'était immolée par le feu ce jeudi est décédée des suites de ses brûlures. Le drame s'est produit à Béziers, dans l'enceinte du lycée où cette femme enseignait. On ignore précisément ce qui l'a conduit à cet acte. Certains de ses collègues mettent en avant la détérioration des conditions de travail des enseignants. Une marche sera organisée lundi en hommage à la victime. On retrouve tout de suite sur place Philippe Salvador, donc cette enseignante qui n'a pas survécu à ses blessures. Oui, et ici, je peux vous dire que c'est un peu l'effondrement. Nous avons été parmi ceux qui ont annoncé la nouvelle aux professeurs et ça a été des larmes. Ils nous ont avoué s'y attendre pour certains. Cela n'a pas empêché l'effondrement. Ils nous ont répété que c'était une femme magnifique, une prof hors pair. Et voilà, c'est un petit peu une ambiance assommée que nous avons ici au lycée Jean Moulin. This sign reads, "Never again." Remember this sign because it forebodes a chilling hidden layer to the whole story that I will go into at the end of the video. Here's a warning. There's no happy ending. Ici, encore une fois, on ne s'attendait pas à cette terrible nouvelle. Je vous rappelle dès que j'en sais un peu plus. What led this teacher to end her life in such an extreme way? Although I never attended this particular high school, I did experience French public schools in the south of France for 5 years, more than long enough to see the lack of respect and support that teachers received. I also visited the town of Béziers many times, and to put it lightly, I'm glad I never have to visit that town again. I have witnessed a culture of violence among much of the youth in certain French areas that translates dangerously into classroom environments where teachers have very little authority over unruly students. Over time, I have seen some teachers completely give up trying to maintain order, exhausted by year after year of daily uphill battles with troublemakers. Many sources point to rising tensions between Lise Bonnafou and some of her students, as well as signs of her increasing exasperation with her professional environment. The Jean Moulin High School in Béziers had a poor reputation. One member of staff is quoted as saying, "Teachers, students, all who can flee Jean Moulin, flee it." During a small independent teachers' conference following this event, a teacher from another school, Romain Trouillet, stated, "This drama is symbolic of the struggle endured by professionals working in state education." Another teacher from a different school, Gilles Gauthier, voiced his realization that this could have happened anywhere, even in my school. During this meeting, a consensus was reached that the teachers face difficult working conditions with an increasing sense of isolation in the public education system, teaching students that are becoming more and more violent. An old friend and bandmate of mine, Wing and Louis, happened to be a student at this Jean Moulin Béziers High School when the event occurred.
I reached out to him recently to hear his perspective after all these years. Here is my interview with him. Je sais que ça fait quand même longtemps. Est-ce que tu peux peut-être commencer par tes souvenirs de ce jour-là et de ton point de vue personnel, de ce qui s'est passé, etc. Ouais. Moi, du coup, sur ce que j'ai vécu ce jour-là, j'étais avec un ami. Et avec mon ami, on était très tête en l'air. On a toujours été très tête en l'air. Et on prêtait vraiment pas attention à ce qui se passait. Et on passe dans la cour, tout le monde en cercle. Donc, nous, on comprend pas, on s'en fiche un peu. On se dit, bon, il y a quelqu'un qui se bat, ça arrive, tant pis, ils sont en train de se battre. Nous, on passe quand même. Et on est passé en plein milieu de la cour, devant tout le monde, en plein milieu du cercle. Et on n'a pas vu on est passé à côté sans prêter attention. Du coup, on a vu du coin de l'œil, mais on s'est dit, non, mais c'est rien. C'est juste qu'on est un peu... Et en fait, non. Alors, il y avait vraiment la professeure qui était morte par terre, totalement immolée. Et tout le monde qui était en état de choc. Et quand tu étais passé dans la cour, ça s'était déjà passé, du coup ? Ouais, ça venait à peine de finir. On avait un ami qui était vraiment en état de choc. C'est lui qui avait éteint avec son manteau la prof, qui avait fait ce qu'il pouvait pour essayer de l'aider. Tu avais un ami qui avait éteint le feu avec son manteau, c'est ça ? Oui, il s'était jeté sur elle avec son manteau. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer d'éteindre l'incendie, quoi. Du coup, tu arrives avec ton ami dans la cour, tu t'aperçois juste du coin de l'œil et c'était déjà vers la fin de l'événement, il y avait déjà du monde autour. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que toi, tu sois mis au courant de la situation et puis surtout de la gravité de la situation ? Moi, je me suis rendu compte que c'était très grave parce qu'il y avait une prof de mathématiques que j'adorais là-bas, qui est toujours une prof avec qui je suis en contact d'ailleurs. C'est une fois, je lui envoie un message pour avoir des nouvelles. Et on est arrivé avec mon pote dans le couloir, on attendait pour rentrer en cours, il n'y avait absolument personne. Et là, il y a la prof qui arrive complètement dévastée. Et je lui demande ce qui se passe et je me suis dit, peut-être qu'on va essayer de lui demander ce qui se passe, pourquoi elle est aussi choquée, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, elle nous explique qu'il y a une de ses collègues qui s'est immolée dans la cour et on était là genre, ah ! Donc, c'est vraiment le moment en fait où je sais pas où te mettre. Parce que t'as un certain détachement par rapport au fait que tu connais pas la personne, mais que ça reste quand même un événement très dur. T'as un certain aussi contact avec l'événement parce que t'as des gens que tu connais qui, eux, ont été marqués, qui ont certainement été en plein milieu de la cour ou qui connaissaient la personne, et du coup, ça les a choqués. Et je pense que le pire dans cet événement, ça n'a pas été le fait que... faut quand même peser ce que je veux dire, mais le pire, ça n'a pas été le fait qu'elle soit immolée, mais ça a été vraiment la répercussion qu'il y a eu sur tout le monde. Et les semaines qu'on a eues après, juste derrière, qui ont été extrêmement dures pour beaucoup de monde. On a eu des gens qui ont quitté le lycée parce qu'ils étaient traumatisés. Ils ne voulaient pas revenir. Juste l'idée de passer dans cette cour-là, ils faisaient des crises de panique certaines fois. Et ça se comprend, hein, c'est tout à fait compréhensible et normal. Mais le plus dur, vraiment, pour tout le monde, je pense, c'était l'après-coup. C'était vraiment ça le plus dur. Et ça a été le truc qui a été le moins médiatisé. On a tous dit, une prof s'est immolée, une prof s'est immolée. Et puis une fois que tout le monde a dit c'est bon, on a fait notre article, ils sont tous barrés. Et par contre, les élèves qui étaient en état de choc, les gens qui ont eu du mal à mettre les pieds au lycée juste derrière, eux, on n'en a jamais parlé. Je trouve ça un peu dommage, tu vois, aussi. C'est justement une question que je voulais te poser. Je voulais demander si tu pouvais entrer dans un peu plus de détails par rapport à ce qui s'est passé ensuite et ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux élaborer un peu les semaines qui ont suivi? C'est un truc en sociologie, ça s'appelle le mort kilométrique, qui est très intéressant d'ailleurs. C'est par exemple, quelqu'un meurt en Afrique et tu es en France. Alors soit l'information tu vas jamais l'avoir, ce qui arrive souvent, soit en fait tu vas totalement t'en foutre et tu vas dire c'est passé en Afrique, c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce détachement dans le ne serait-ce que dans le lycée, où petit à petit en fait on a eu une distance qui s'est créée entre beaucoup de groupes, donc ceux qui étaient là, ceux qui ont juste
été au lycée ce jour-là mais qui n'ont pas vu la scène. Et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, dans le sens où il y avait des gens qui profitaient de la situation. Et c'est assez horrible d'ailleurs de profiter pour dire ouais, bah tant mieux, on n'a pas cours, on est tranquille. Il y en a d'autres qui étaient juste choqués, qui avaient du mal à vivre l'événement. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est qu'il y a eu du coup ces groupes qui ont commencé un peu à se rentrer dedans. Genre, il y en a qui faisaient des blagues sur le fait qu'elle soit immolée en plein milieu de la cour, genre quelques jours après. Et t'es là, genre, mais on va se calmer 5 minutes quand même. Et ça, c'est vraiment été le pire, en fait. C'est qu'on a pu voir vraiment les facettes de tout le monde et comment ils se comportaient vraiment dans la société et dans le lycée. Et c'était juste absolument inhumain à des moments, quoi. C'était vraiment de l'égoïsme pur et dur face à une situation où, justement, en fait, t'aurais dû te retrouver... tout le monde s'entraider, tout le monde aurait pu essayer d'aider, peut-être à faire passer la pilule, à faire passer ce qui s'est passé, à aider les gens à revenir sur le campus. Mais non, il y a des gens qui ont juste profité. Et je pense que c'est ça le pire, en fait. C'est ça ce qui m'a vraiment marqué dans cet événement, c'est que ça fait baisser ma foi en l'humanité. Intéressant. Comment est-ce que tu as réagi et comment est-ce que cet événement t'a impacté personnellement ? Alors personnellement, moi ce qui m'a le plus impacté, ça a été l'impact que ça a eu sur mes amis. Je suis quelqu'un qui arrive à être très cartésien, très, très objectif face aux situations, qui va relativiser, qui cache beaucoup d'émotions derrière derrière une personne qui va être très, très objective. J'exprime pas beaucoup de choses. Et moi, vraiment, le plus dur que j'ai pu vivre, c'était mes potes qui me disaient « Ouais, j'ai pas envie d'aller au lycée aujourd'hui », qui te sortaient une excuse, vraiment une excuse bidon, genre « Ouais, je peux pas, j'ai mal au ventre » ou quelque chose dans ce genre-là. Mais en fait, non, ils sont juste à côté du lycée en train de faire une promenade parce que, en fait, ils peuvent juste pas mettre les pieds et ils avaient pas le courage de dire, par exemple, à des amis, à moi ou à des profs, j'aimerais bien revenir sur le lycée travailler, mais je peux pas parce que ça m'a trop marqué. Et c'était ça aussi qui a été très dur dans cet événement, c'est que au final, le jeu qui s'était créé des gens qui voulaient faire péter les cours juste parce qu'elle est morte, c'est un peu continué dans ce sens-là, où si tu disais ouais mais je suis trop mal pour revenir en cours parce que ça m'a marqué, les gens se moquaient de toi, ils te crachaient dessus, ils disaient ouais t'es qu'une tapette, et non, t'es juste un être humain, quoi. Et le lycée, ça a été dur pour ça, moi. Ça a été vraiment fatigant mentalement du fait que t'avais cet esprit très très bas. J'ai pas envie de dire des gros mots parce que je suis quand même assez poli. Mais non, c'est vraiment un truc de gaminerie, c'est vraiment un comportement puéril et absolument individualiste qui est juste monstrueux, quoi. Qu'en sais-tu des raisons qui ont mené cette prof à agir comme ça, à agir d'une telle manière? Je pense le cadre du lycée, ça a été beaucoup de choses, à ce que j'ai compris. J'avais déjà parlé à cette prof, parce que moi je m'entendais bien avec le prof de maths, et certaines fois, parler avec d'autres profs de maths, je la voyais, je disais bonjour, et puis je parlais avec les autres profs. Et moi, parler avec des profs, ça me paraît logique, parce que quand quelqu'un te donne une éducation de qualité, et qu'en plus c'est une personne gentille, c'est normal de parler avec, c'est normal de passer un peu de temps. C'était quelqu'un qui était assez fragile mentalement, qui vivait les événements, mais vraiment, vraiment de manière très dure. Genre, qui prenait à cœur ce qui lui passait, qui n'avait pas de détachement par rapport aux choses. Et c'est ce qui a un peu mené à ça, c'est que les élèves des lycées, c'était une usine. Jean Moulin, il y avait 3000 personnes. Et dans ces 3000 personnes, c'était assez aberrant, parce que tu avais bien 60% qui étaient d'une manière gentille, des gros abrutis chroniques congénitaux, sans cervelle, qui pensaient que à jouer au foot ou à jouer au rugby, taper dans un ballon
Ouga Bouga, j'ai un cerveau d'homme des cavernes. Voilà, mais c'est vraiment la seule manière que j'ai de dire ça, parce que c'est aussi con que ça. C'est vraiment un esprit qui est et une mentalité qui est digne d'un gamin de 7 ans, totalement égoïste et qui veut juste faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est normal que dans le cadre éducatif, tu craques. Ça se voit encore maintenant avec ce qui se passe dans la recherche et dans l'éducation supérieure maintenant. Mais du coup, cette prof, elle avait la pression. Est-ce que c'est juste de dire qu'elle avait énormément de pression de la part des élèves peu disciplinés qui ont pu contribuer à son état mental, on va dire? C'est pas que, je pense, c'est vraiment un tout. C'est le cadre dans lequel étaient les élèves, le pas de soutien du lycée, un cadre de travail qui n'est pas bon en fait à la base. Je pense que c'est surtout ça qui a vraiment mené à tous ces événements. Il y a quelque chose qui m'avait particulièrement marqué à l'époque où j'ai entendu parler de cet événement et je ne l'ai jamais oublié depuis. C'est un détail, je crois que c'est le détail qui m'a marqué le plus, c'est ce qu'elle a dit avant de s'immoler. Je ne sais plus exactement les mots dont elle s'est servie, mais ça ressemblait à « c'est pour vous », quelque chose comme ça. Oui, soit c'était quelque chose de « c'est votre faute » ou je me rappelle plus très bien de ce qu'elle avait dit aussi, mais je me rappelle plus du tout. C'était un truc dans le style, c'est pour vous. Ouais, c'est vraiment pour nous mettre face à notre gaminerie et à tout ce qui lui est arrivé et à tous les comportements puérils qu'elle a pu subir toutes ces années. C'est vraiment juste une certaine fatigue mentale de tous les événements. Est-ce que tu dirais que d'avoir été témoin même indirectement à cet événement-là, enfin je dis indirectement, mais ça t'a impacté directement forcément, vu que ça s'est produit dans ton environnement, dans ton lycée, dans ton entourage, comment est-ce que par la suite, dans les années à suivre, ça a pu influencer ta vie ou impacter ta vie? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu y repenses souvent? Est-ce que ça t'a influencé dans un certain sens, ou est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Moi, ça a surtout été dans le rapport à l'autre que j'avais. Pas au rapport à l'autre, du coup, par rapport à l'étudiant. Donc, vraiment dans un cadre de personnes du même âge, supposément du même âge et supposément d'un même niveau mental. Donc, quelqu'un qui va être en troisième, quelqu'un qui va être en seconde, en terminale, vraiment à ce niveau-là, d'égal à égal. Ça a vraiment été une disruption parce que je me suis senti totalement en désaccord avec la mentalité et surtout ce que disaient les gens, ce que pensaient les gens, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment certaines fois entre les personnes un niveau intellectuel, un niveau d'altruisme, un niveau juste de considérer la personne qui est à côté de toi, qui est totalement aberrant. Parce qu'il y a vraiment c'est vraiment des personnes nombrilistes qui ne pensent qu'à eux, typiquement. Et moi, je sais que ça m'a totalement marqué par rapport à ça, et que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours eu du mal de toute façon avec les relations humaines, quand les personnes n'étaient pas étaient trop nombrilistes, et que ça marchait pas avec moi, parce que concrètement, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Et ça a surtout renforcé ce que je vivais depuis le début, quoi. Vraiment ce rejet de l'autre, et maintenant avec le temps ça va mieux, mais c'était pas simple dans ce sens-là. J'ai une dernière question à te poser qui est peut-être un peu plus vague, mais qu'est-ce que ça en dit sur le système éducatif français ou les institutions de l'éducation en France qu'un événement comme ça puisse se produire? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est un symptôme de quelque chose? Est-ce que tu as des pensées là-dessus? Est-ce que c'est représentatif de l'état du système d'éducation en France?
Je dirais pas que c'est vraiment représentatif du système de l'éducation en France, je dirais que c'est représentatif d'un système, enfin d'un problème sociétal mondial qu'on a actuellement, qui est la prise de conscience de la valeur humaine, où on considère les gens pour leur porte-monnaie, pour le travail qu'ils font, et en fait c'est pas vraiment ça, tu dois plus considérer le travail qu'ils donnent, ce qu'ils donnent à la société, ce qu'ils vont amener aux enfants, ce qu'ils vont amener aux gens, ce qu'ils vont pouvoir faire pour les autres. Et en fait, j'ai juste l'impression que c'est... en fait, on prend pas l'être humain pour ce qu'il y fait et ce qu'il est, on prend plus l'être humain pour ce qu'il représente. Et c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ça le problème à l'intérieur de cet événement-là. C'est la valeur humaine qui est juste mal représentée, mal vue, mal comprise, et ça mène à des événements comme ça. C'est ce qui est arrivé par exemple avec le racisme, avec George Floyd, avec un nombre incalculable de choses. C'est que si on ne considère pas l'être humain à sa juste valeur, qui n'est pas juste un porte-monnaie et un chiffre de plus dans un système, mais qui est juste une personne qui va pouvoir donner, transmettre et surtout faire évoluer une société, non, on va à des événements comme ça, on va en avoir des milliers. Et malheureusement, ça va pas s'arrêter. Hein. Je pense pas, malheureusement. Pas maintenant, en tout cas. Peut-être dans les années à venir, quand on va prendre vraiment conscience de ce qu'est un être humain, et qu'on va se dire, peut-être que dans l'éducation, il faudrait qu'on repense à ça, peut-être que dans le travail pur et dur, on repense à ça, et ça ira mieux. Mais là, pour l'instant... Pour moi, vraiment, le cœur de ce problème-là, c'est symptomatique de la recondition et de la valeur humaine, qui est mal interprétée. Très intéressant. Intéressant. Est-ce que pour toi, une solution serait justement d'appuyer là-dessus et de remettre le point focal sur cette valeur humaine et de la mettre en avant ? J'ai beaucoup pensé à la valeur humaine et comment on pouvait la traiter, comment on pouvait... Et en fait, c'est un sujet qui est très très dur, parce que c'est vachement sensible. Et j'avoue que je fais des recherches dessus depuis 1 an, comprendre la valeur humaine, ce qu'on peut en dire dessus. Et c'est dur, c'est très très dur. Moi, un livre qui m'a un peu aidé à remettre un peu de valeur sur l'humain, c'était Société 3.0, qui est un livre d'un Allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a été publié sur Internet gratuitement, et qui parle de la société qui évolue vers le 3.0, avec la digitalisation, le numérique qui est partout. C'est assez intéressant. Quelle est une leçon clé que tu as tirée de ce livre ? Moi, du coup, c'était un groupement de leçons, parce qu'il y a eu, du coup, ce livre, il y a eu des interviews, par exemple, de Gilles Alvarez, qui est un artiste qui travaille sur l'exposition Nemo. Et ce que j'ai pu tirer en fait de ces deux, parce que j'ai étudié le livre et j'ai écouté le podcast de Gilles Alvarez en même temps sur l'art numérique. Et vraiment un truc que j'ai pu en tirer par rapport à la valeur humaine et comment on peut réinterpréter toutes ces choses, comment on peut voir une société dans un système. Pour moi, en fait, c'est le numérique. C'est cette évolution qu'on est en train de faire, c'est le virage numérique qui a déjà eu lieu, par exemple, dans la musique avec le CD qui va vers le vinyle qui va vers le CD, qui va vers la dématérialisation. Et je pense qu'il y a un truc qui peut être assez intéressant à étudier par rapport à cette piste, parce que plus ça va, plus les gens travaillent sur Internet, plus les gens sont un pack de données, plus en fait on essaie d'objectiver la personne à travers des données sur Internet. Et en parallèle aussi, on n'est pas très objectif dans la vraie vie par rapport à quand on va voir quelqu'un devant nous qui va dire moi je travaille dans un petit restaurant, je fais des petits boulots, et t'as quelqu'un à côté qui est cadre, qui travaille pour une grosse entreprise. C'est des gens totalement différents, quoi. Et après sur Internet, tu les retrouves et tu fais pas la différence. Et je pense qu'il y a vraiment un lien qu'on peut faire avec le numérique qui peut être très intéressant. Et c'est pour ça que je travaille dessus ces temps-ci, que j'essaie de comprendre un peu
comment l'identité numérique a réussi à changer les choses à ce point-là. Donc bon, à voir comment ça se déroule avec le futur. Richard, j'apprécie énormément que tu sois là pour parler avec moi de ce sujet-là, que tu partages tes pensées, tes souvenirs par rapport à cet événement. So remember that sign from earlier that read "Never again"? Well, unfortunately, though not under the same circumstances, 5 other members of staff from the same school committed suicide between 2008 and 2019, including the deputy head in 2014. Not all were on school premises, but one teacher hanged himself on school grounds in the summer of 2018, a few days before the new school year started. It's unclear to which extent these 5 other Jean Moulin staff suicides can be linked to conditions of the school itself, but there are many media reports containing testimonies by staff and students that suggest a correlation. Teachers' Syndicate representatives stated the following: 3 years after Lise Bonafou's self-immolation, nothing has changed. The teacher's suffering is not taken into account. One anonymous teacher interviewed by France Bleu is quoted as saying, "Jean Moulin is really cursed." In 2019, a 62-year-old Jean Moulin staff member committed suicide in the countryside. She had been interviewed by France Bleu the year before and had spoken about her suffering at work and her lack of support. She had remained anonymous at the time because she was afraid of potential repercussions from her speaking out. Multiple sources decry bad management that has consistently worsened since 2015, which contributes to staff tensions, resulting in daily sick calls allegedly averaging between 30 and 50%. The principal of the school is apparently nicknamed Casper, like the ghost, because of his frequent absence. In a 2018 France 3 report, school staff demonstrated in front of the premises, calling out to the Minister of Education in a cry for support, citing a lack of personnel and problems with student behavior. Teacher Laurent Antonelli describes difficult working conditions with classes of 37 students. An anonymous member of personnel is quoted as saying, "HR has been made aware, but nothing changes. We've also alerted the work medical department. We hope that we will be heard. We can't take it anymore. I have a knot in my stomach when I go to work." The Jean Moulin High School is the 3rd largest high school in France, with 3,000 students at the time of Lise Bonafou's suicide and between 2,400 and 2,700 students today. The regional administration is nearing the end of a €44 million investment program for Jean Moulin High School, which started in 2009 and ends in 2020. In conclusion, initially I didn't plan for this video to run for much longer than 10 minutes. Back when this all happened, I attended a school that was barely half an hour's drive away, and I knew people that went to Jean Moulin and Béziers. The shockwave of Lise Bonafou's suicide reached many other schools in the area within hours, and I simply wanted to tell the story of Lise's death, given its unusual circumstances. The production of this video turned into something of an investigation that unearthed more problems than I had initially been aware of, including leadership and management issues, as well as, in some ways, more questions than answers. There is always more that can be said, and this documentary is by no means exhaustive, but for now it at least serves the purpose of telling a story that many people haven't heard in its essential streaks. Upsetting as it may be, there are lessons that can be learned from everything that has been outlined regarding the events surrounding this school. If you feel so inclined, please like this video, subscribe to the channel, and consider getting yourself some cool gear from my store. By doing so, you continue to support independent creators, journalists, and investigators like myself. Have an amazing day today, and I hope your colors are more vivid
and the sun brighter.